Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est un vaste chantier de 4 piscines olympiques à Abobo, à Tekoubé, Makori et Yopougon. Un investissement de 16 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a lancé les travaux dans la commune d'Abobo. Patrick Hachi a également lancé un garage-école. Dans ce centre, des jeunes seront formés à la mécanique automobile. Une nouvelle génération de mécaniciens espère des voitures d'aujourd'hui. L'interconnexion énergétique est en marche après la Guinée et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire signe un contrat d'achat d'énergie avec le Libéria. L'accord signé à Abidjan prévoit jusqu'à 50 MW en 2024. Il est prévu la fourniture d'énergie électrique depuis la Côte d'Ivoire à ces 3 pays à partir du poste 225 kV de Mans dans l'ouest du pays. Le ministre de l'Entretien routier n'est pas d'accord. Le chantier de la Y4 sur 2 sections de 26 km n'avance pas comme prévu. Seulement 60% de taux de réalisation de ce projet important pour la circulation dans le Grand Abidjan. Amédée Kouakou a exprimé son mécontentement à l'issue d'une visite, un déplacement sur site pour voir l'état d'avancement des travaux. Apollinaire Kilem Joachim de Tambela, c'est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. L'avocat et le président du Centre de recherche internationale et stratégique, un centre orienté vers les relations internationales et la géostratégie, auteur de plusieurs publications de référence, dont Thomas Sankara et La Révolution. C'est une sorte de poésie avec un code renouvelé, un vocabulaire familier à la lisière des néologismes. Le slam, l'art de jongler avec les mots. Cette manière de déclamer les mots, les joies, la vie prend de l'ampleur. La slameuse que nous allons voir ensemble a foulé plusieurs scènes d'ici et d'ailleurs pour porter haut les couleurs du slam ivoirien. La prochaine date d'ailleurs, c'est le Kenya au festival féministe Lindemo Messona, au service de l'engagement pour la nature, pour la femme, pour la conscience et pour le continent africain. Bonsoir Lindemo. Bonsoir. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Est-ce que votre tenue en dit un peu sur ce que vous dites dans vos slams? Ce façon d'Anfani à sortir de Kori? C'est aussi une manière de s'engager. D'accord. Alors on parlera justement du slam et l'engagement tout à l'heure, le temps de voir le tour de l'actualité. Bien sûr. Et l'actualité qui est marquée par ces 2 projets importants, désormais en cours de réalisation, 4 piscines olympiques à Abobo, à Tekoubé, Makori et Yopougon. Le Premier ministre a lancé les travaux aujourd'hui. Patrick Hachi a également lancé un garage-école. Des jeunes seront formés à la mécanique automobile, un centre qui va produire une nouvelle génération de mécaniciens, des experts des voitures d'aujourd'hui. Alexis Ouedraogo. Avec une population estimée à plus de 50% de moins de 30 ans, le développement des structures éducatives, culturelles et sportives reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement il y a quelques semaines des travaux du CHR d'Abobo, ce samedi, le Premier ministre est dans la commune pour le lancement de 2 grands projets, aisance aquatique et garage école. Abobo est très fière et heureuse de compter parmi les communes privilégiées qui verront la construction sur leur sol de ces piscines olympiques. Cette sympathique cérémonie coïncide avec le lancement d'un autre acte majeur dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le projet de construction de ce garage-école qui se matérialise ce jour est une formidable opportunité pour nos nombreux jeunes et artisans intervenant dans le secteur de la mécanique automobile. Le projet garage-école va regrouper sur un même site une école et un garage, permettant aux apprenants d'évoluer en situation réelle en réparant et entretenant les véhicules de particuliers. Le garage-école accueille, qualifie, diplôme et accompagne les jeunes attirés par une autre manière d'apprendre les métiers de la mécanique automobile à travers une pédagogie innovante qui est d'apprendre en faisant. Les jeunes développent ainsi le savoir-faire et le savoir-être de façon à s'épanouir et répondre aux besoins de la filière automobile. 50 jeunes seront retenus par session de formation pour des durées de 4 mois, formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes. Une formation sanctionnée par un CQP puis ouverte sur les CAP, BT, DTS et autres diplômes d'ingénieurs. À côté de cette nouvelle, un autre projet tout aussi important, Aisance aquatique, qui veut créer en Côte d'Ivoire les conditions optimales à la pratique de la natation. Le projet prend en compte la réhabilitation des piscines de Boaké et Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon, Makori, Koumassi et Abobo. Depuis l'indépendance de notre pays, l'État n'a jamais autant investi dans le sport que pendant ces 5 dernières années. Ce programme a également vocation d'aider à la formation des formateurs,
à la promotion de la natation en Côte d'Ivoire en tant que discipline sportive. Mais vous le savez, nous avons une pandémie dans notre pays. Ce sont les maladies cardiovasculaires et l'AVC, et la piscine est un outil de rééducation. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet va engendrer de nombreux emplois directs et indirects. Pour le Premier ministre, l'enjeu est unique, améliorer les conditions de vie des jeunes. En dehors du divertissement, tout sport, que ce soit le football ou autre chose aujourd'hui, tout sport peut vous permettre de devenir un athlète de haut niveau qui fait rayonner le nom, l'image et le drapeau de son pays dans les firmaments de toutes les compétitions continentales et mondiales. Et on peut avoir des médaillés d'or ici à Abobo en natation. On est également ici pour construire, on a dit, une école garage. L'objectif de ce garage, d'abord, avant tout, c'est de prendre les mécaniciens actuels et de les envoyer là-bas en recyclage pour apprendre à réparer les nouveaux modèles de voitures qu'ils n'ont jamais vus. Pour qu'ils sachent réparer tous les nouveaux modèles de voitures qui sortent. Et c'est pour les jeunes qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas pu continuer et qui sont intéressés par la mécanique, à leur apprendre ce que c'est que la mécanique, l'électricité, la tôlerie, la peinture auto, pour qu'eux aussi puissent gagner leur vie. C'est ça le projet garage-école. Et le gouvernement voit plus grand pour Abobo. Tu auras l'un des meilleurs stades du pays. Tu auras le plus grand centre hospitalier du pays. Tu auras la plus belle piscine olympique du pays. Tu auras les plus belles voiries du pays. On est en train de faire un échangeur là-bas, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Tu auras le plus beau marché du pays. Voilà, mes ministres, moi-même, je dois revenir bientôt pour lancer le plus grand lycée scientifique des filles de Côte d'Ivoire, ici à Abobo. Le mot transformation structurelle que le président dit régulièrement, là où il prend le mieux son sens. Parce que, comme vous l'avez dit, on sait où était Abobo, on sait où est Abobo, mais surtout, on sait où va Abobo. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces populations qui ont été patientes, qui ont été loyales, qui ont été engagées, qui vous ont soutenu et à qui vous, l'homme, qui mieux que quiconque connaissez le sens de la gratitude, est en train de le leur rendre au centuple. Des annonces qui ont donné le ton à la fête cette fin de semaine dans la commune Zo. La Guinée, la Sierra Leone et maintenant le Libéria. La Côte d'Ivoire va fournir de l'énergie à ce voisin. L'accord d'achat est signé à Abidjan. Il est prévu la fourniture d'énergie électrique depuis la Côte d'Ivoire à ces trois pays à partir du poste 225 kV de Mans. C'est dans l'ouest du pays. Les détails avec Lancine Bakayoko. Ce contrat d'achat signé est l'aboutissement d'un long processus de négociation débuté depuis juin 2020. C'est un contrat de type TCOP d'une durée de 3 ans renouvelable. Par ce mécanisme, la Côte d'Ivoire garantit la livraison d'électricité au Libéria, qui a obligation d'acheter la quantité produite, qu'il en prenne livraison ou non. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de livrer au Libéria une puissance de 25 MW avec un enlèvement d'énergie de 17 GWh en 2022, 25 MW pour 141 GWh en 2023 et 50 MW pour 424 GWh en 2024. Un acte de solidarité en faveur d'un pays voisin confronté à des coupures quasi quotidiennes d'électricité. Le ministre libérien des Mines et de l'Énergie se dit résolument engagé à assurer le bon fonctionnement du projet d'interconnexion électrique régionale, ce puissant outil de coopération sud-sud, en veillant au respect des engagements pris par la partie libérienne. La crise globale d'électricité est un défi important à la sécurité d'approvisionnement de l'électricité qui nécessite une planification stratégique entre nos pays.
Nous devons réduire notre dépendance des énergies à source thermique et pouvoir favoriser les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire, qui veut devenir un véritable hub énergétique dans la sous-région, multiplie les projets structurants en vue de donner du contenu à ses ambitions. Notre capacité de production a été augmentée de 60% entre 2011 et 2022 pour atteindre 2548 MW et devrait doubler d'ici 2030. La part des énergies renouvelables intégrant la grande hydroélectricité, qui est d'environ 30% aujourd'hui, devrait passer à 40% à l'horizon 2030. De bonnes nouvelles pour Monrovia, qui appelle Yamoussoukro à construire une deuxième ligne de 225 kV. Une autoroute pour alimenter ces énormes gisements de mines qui n'attendent que du courant de qualité pour entrer en exploitation. Et du courant pour le développement de nos villes, mais retenez que seulement 5% des 500 grandes villes du monde sont solvables et seulement 20% d'entre elles ont accès aux capitaux locaux. Voilà ce que dit le directeur général de l'Agence française de développement. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence de haut niveau Finance ta cité. La rencontre permet justement de se mobiliser autour du développement des villes. Dangui. Le financement des collectivités, notamment des villes en Afrique, la problématique a rassemblé élus locaux, pouvoirs publics africains et les bailleurs de fonds dans le cadre d'une conférence de haut niveau sur le thème « Finance Your City », en français « Finance ta cité ». L'Agence française de développement a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner le développement des villes en Afrique. C'est 3 milliards d'euros d'engagement chaque année maintenant aux faveurs des villes durables. Et on le fait avec une grande diversité d'instruments. On peut financer directement les villes et leurs opérateurs dès lors que le cadre juridique du pays le permet. Co-président du Fonds mondial pour le développement des villes FMDV, initiateur de cette conférence en marge du sommet Finance en commun, le ministre-gouverneur Begri Mambé a invité les bailleurs à avoir une autre vision du développement des villes. Nous voulons demander aux bailleurs de fonds de comprendre que la ville est un partenaire des bailleurs de fonds à part entière. Représentant le Premier ministre à cette conférence de haut niveau, le ministre de la Construction a partagé sa conviction sur la problématique de financement des collectivités. Notre ambition est de renforcer le pouvoir d'agir des ministères en charge de l'urbain, ainsi que celui des collectivités territoriales de nos pays respectifs, sur tout ce qui relève du financement du développement urbain durable, juste et résilient. Et nous pensons que le moment est arrivé d'agir ensemble pour construire une Afrique qui s'urbanise sans s'affaiblir. En vue d'accélérer le financement des villes en Afrique, des ministres africains et le Fonds mondial pour le développement des villes ont signé des protocoles d'entente. Voyons maintenant la colère du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il n'est pas content de l'état d'avancement des travaux de 2 sections de la Y4, seulement 60% de taux de réalisation pour un projet lancé en 2020. Amédée Kouakou a exprimé son mécontentement aux opérateurs à l'issue d'une visite de chantier qu'on voit avec Dangui. Travaux de construction de 2 sections de 26 km de la voie périphérique dénommée la Y4. Depuis la commune de Cocody jusqu'à Anyama, en passant par Abobo, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a pris la mesure de l'état d'avancement des travaux et la qualité des ouvrages, n'hésitant pas parfois à interpeller les responsables des entreprises en charge de la réalisation de ce projet. À la fin de sa visite, le ministre Amédée Kofi Kouakou ne cache pas son mécontentement. Sur les 12 premiers kilomètres, globalement, on peut dire que les travaux ne sont pas satisfaisants. Nous allons leur faire une mise en garde, une mise en demeure, de sorte à ce qu'ils puissent accélérer leur cadence. Sur le deuxième lot, qui part donc du carrefour de la route d'Alépé jusqu'ici à Ebempe, nous avons une évolution d'environ 60%, mais les populations qui sont impactées par le projet, beaucoup n'ont pas encore quitté les lieux. Ce qui fait que l'entreprise, malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à avancer.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier promet de tirer toutes les conséquences relatives à la lenteur dans l'exécution des travaux et rappelle par ailleurs l'importance de la voie périphérique Y4 pour le pays. Aujourd'hui, avec les problèmes de congestion, c'est-à-dire les problèmes d'embouteillage dans la ville d'Abidjan, il était important qu'on puisse donc construire des voies qui permettent donc à nos compatriotes donc de pouvoir circuler correctement. C'est ça la vision du président Alassane Ouattara. Et c'est cette vision-là qui est en train d'être mise en œuvre. Aujourd'hui, à travers cette visite de chantier, nous avons souhaité que l'ensemble du peuple, que les Ivoiriens voient la réalité de ce qui est dit. La Y4 qui est en construction, aujourd'hui, vous avez vu que c'est une réalité. Lancé en 2020, le taux d'exécution financière du projet de construction de la Y4 est de 41%. L'avancement physique des travaux de cette section est de 60% pour un délai d'exécution consommé de 81,6%. Allons dans l'ouest du pays. La ministre Anne-Désirée Ouloto a créé des plateformes d'échange périodiques. Le conseil régional, chefferie traditionnelle du Cavali, vient justement de tenir sa première réunion à Guiglo. La rencontre a permis d'aborder plusieurs questions, notamment locales. On fait le point avec Evoué. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la première rencontre annuelle de la plateforme Conseil régional, chefferie traditionnelle du Cavali, tenue à la maison des chefs du Cavali à Guiglo et présidée par la présidente des régions, Anne-Désirée Ouloto. Il reste la rue de Taï, il reste aussi le château d'eau des Agnés et quelques collèges de proximité. On a soulevé tout ça là, elle nous a promis, elle va faire. Elle nous a apporté des nouvelles, elle nous a sensibilisés pour le recensement de la liste électorale. Elle nous a sensibilisés sur la carte CEMU. Nous repartons avec ces informations vers nos populations pour relayer. La présidente Anne-Désirée Ouloto s'est dit satisfaite de la tenue de cette première réunion et rassure. Aujourd'hui, le Cavalier est en paix, à l'image de notre pays. Et les problèmes posés par les populations, dans le cadre donc de leur mieux-être, sont au fur et à mesure pris en charge, d'une part par le gouvernement et d'autre part par le conseil régional. Nous sommes heureux de constater que le pays va bien et que le gouvernement et le président de la République travaillent tous les jours à la sécurisation de notre pays, travaillent au maintien de la paix, travaillent donc au rayonnement de notre pays. En marge de cette rencontre, la présidente des régions a offert des équipements d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA à la maison des chefs. La prochaine réunion de la plateforme aura lieu en décembre. Et après le lancement des rencontres anticorruption à Yamoussoukro, le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance était hier à San Pedro. Epiphane Zoro est en tournée de sensibilisation sur la corruption. Il a échangé avec les populations et recueilli leurs préoccupations et propositions. On fait le point avec Sam Konan, notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra. Le ministre Epiphane Zoro Bibalo à la rencontre des populations de la deuxième ville économique du pays. Nous sommes à la deuxième étape des rencontres anticorruption initiées par son département ministériel. Même dans le marché, il y a la corruption. Alors, pour dire que la corruption, il faut vraiment des actions fortes pour pouvoir endiguer cette corruption. Nous, les femmes de la Côte d'Ivoire, on ne veut plus de corruption. On veut que nos enfants, avec leur propre tête, leur propre intelligence, partent de l'avant. Au cours d'une conférence publique, Epiphane Zoro Bibalo a expliqué les caractéristiques de la corruption, l'enjeu et le plan stratégique de lutte 2022-2025. La démarche, c'est de permettre à nos populations de savoir déjà ce que c'est que la corruption, les comportements répréhensibles. C'est de prendre conscience des méfaits de la corruption. La corruption est un crime contre l'économie. Et donc c'est cette prise de conscience que nous sommes venus porter à la connaissance de la population à la base pour que la lutte contre la corruption soit une affaire de tous. Après San Pedro, d'autres localités du pays vont accueillir dans les tout prochains jours ces rencontres anticorruption initiées par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. On parle aussi de la bonne gouvernance à Brazzaville au Congo. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli prend part aux travaux du colloque international des inspections d'Afrique, un cadre d'échange et de partage d'expériences dans la lutte contre la fraude et la corruption. Alexis Boudraogo.
C'est en présence du Premier ministre congolais que les assises de la 8e Assemblée générale et du 9e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique ont ouvert leurs portes ce mercredi à Brazzaville. Thème choisi, les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance. Depuis sa création en 2006, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées s'est donné comme ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. 16 ans après, le Congo, qui en est membre depuis sa fondation, se réjouit d'accueillir pour la première fois ce forum. 21 pays du continent dont la Côte d'Ivoire prennent part à ce rendez-vous qui se veut moment d'échange sur les sujets en lien avec les principaux objectifs du FIGE, notamment les méthodes de vérification, de contrôle et de fonctionnement entre les inspections générales du continent. Les inspecteurs généraux d'État au niveau de l'Afrique doivent faire un travail important pour la promotion de la bonne gouvernance. Est-ce que ces inspecteurs-là ont les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers pour faire ce travail? C'est un grand thème que nous discuterons au niveau donc, du colloque. Et un deuxième thème, sous-thème qui sera discuté, quels sont les outils que les inspecteurs ont dans le cas où, dans certaines structures, on essaie de leur cacher des informations. On essaie même de falsifier des informations. Comment lutter contre ces fraudes-là? Un autre élément qui sera discuté, c'est un peu la relation entre les inspections générales d'État et la justice. Organisation sous-régionale africaine, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE veut renforcer la bonne gouvernance sur le continent. Dans le Haut-Sassandra, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité échange avec les pompiers civils de la région. La rencontre a porté sur l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces acteurs. Ils sont impliqués dans l'assistance de premiers secours aux populations à Boussanogo. C'est au centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra à Daloa que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a échangé avec l'ensemble des acteurs de la protection civile. Je me souviens, il y a quelques mois, de notre rencontre que nous avons eue à mon cabinet. Quand, après avoir été utilisé par certaines personnes en mal d'inspiration, vous avez failli sortir du chemin. Mais Dieu aidant, vous vous êtes ressaisi et vous êtes venu me voir pour me dire nous nous sommes trompés. Hommage a été rendu au président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis à ce jeune corps d'élite d'œuvrer au renforcement de la protection effective des populations. Disons merci au président Alassane Ouattara, qui, à la fin de la crise post-électorale, a eu à cœur de faire en sorte que nos jeunes qui étaient en proie au doute soient rassurés, qu'ils aient un point de chute. C'est comme ça que ce corps de sapeurs-pompiers civils a été réellement concrétisé. En retour, les pompiers civils ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ils ont rappelé les acquis obtenus pour le bien-être de leur corporation. Le retour de certains agents autrefois mutés pour activité syndicale dans leur service de départ. Dès janvier 2022, nous avons obtenu une revalorisation de 12%, de 100%, de 15%, respectivement sur les vivres, les protéines et la dotation en carburant par mois par CSU. Monsieur le ministre, les pompiers civils ont reçu en fin 2020 plus de 2000 tenues pour donner fière allure aux soldats de feu. Les pompiers civils ont honoré leur tutelle avec des présents pour traduire leur reconnaissance et leur disponibilité à servir l'État de Côte d'Ivoire. Premier du genre en Côte d'Ivoire, le sommet de l'élevage se veut le rendez-vous national de référence de l'ensemble des filières animales et halieutiques. Le ministère de tutelle accompagne l'initiative. Cette rencontre vise entre autres à contribuer à la promotion de l'aviculture, la porciculture et l'aquaculture. Le ministre Sidi Tchemoko Touré vient de procéder au lancement de cette activité. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Le sommet de l'élevage va se tenir du 8 au 10 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Avant cette date, la structure promotrice présente les atouts de l'événement.
Il n'y avait pas de rendez-vous spécifiquement qui regroupait l'ensemble des filières des ressources animales et halieutiques. Et là, c'est la grande première. Ensuite, on pourra avoir le meilleur de toutes les spéculations sur place et parler des enjeux qui sont liés et aux ressources animales et aux ressources halieutiques et à la santé animale. Pour combler le déficit en production animale, estimé à 55,4%, le ministère de tutelle a mis en place la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture sur une période de 4 années à compter de 2022. La contribution attendue du secteur privé est de 60%. Il est question de faire savoir les opportunités d'investissement qui existent dans le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. On ne couvre qu'à peine 44% de nos protéines en animal et on couvre à peine 15% des protéines halieutiques. Et ce salon donnera les réponses qu'ils attendent pour manifester un intérêt pour ce secteur pour lequel l'État dépense près de 400 milliards de francs CFA en importation de protéines animales et halieutiques. Le sommet de l'élevage est aussi une réponse au défi de la sécurité alimentaire en protéines animales et halieutiques pour la Côte d'Ivoire. Le pays importe au moins 500 000 tonnes de poissons chaque année. Et le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, remet du matériel aux coopératives et grossistes de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. Cette action permet de soutenir la politique de lutte contre la vie chère. La dotation vise à assurer la souveraineté alimentaire et lutter efficacement contre la flambée des prix des produits sur le marché. Astou Touré d'Agnogo. La lutte contre la cherté de la vie s'intensifie en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur de la commercialisation reçoivent des broyeuses, des décortiqueuses, des tricycles et des cajots pour l'approvisionnement des marchés en produits frais, produits localement. Les dons concernent 197 organisations professionnelles agricoles, dont 14 fêtières et 183 coopératives provenant de 22 régions pour un montant de 326 millions de francs CFA. L'OCPV conduit d'autres activités en lien avec les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire et notamment la Banque mondiale à travers des projets de développement. Toutes ces actions pour contribuer à la lutte contre la vie chère. Un appui qui vient renforcer les capacités des opérateurs en matière de distribution et de transformation. Le coût du transport est un facteur clé qui justifie la hausse des prix souvent des biens et des produits de consommation dans nos différents marchés. Donc il était important que l'État puisse apporter son aide en mettant tous ces matériels de transport qui sont pratiques à la disposition de nos braves mamans. Pour assurer la sécurité alimentaire, Souleymane Diarra-Souba lance un appel au secteur privé. Nous avons élaboré un cadre stratégique de commercialisation des produits vivriers qui est en cours d'examen au niveau du gouvernement, ainsi que la proposition de réforme de l'OCPV pour élargir ses missions en privilégiant des investissements stratégiques et un mécanisme de régulation dans le système de commercialisation des produits vivriers. Au total, 33 broyeuses, 20 décortiqueuses, 163 tricycles et 50 cajots ont été remis aux 22 régions bénéficiaires. Et le maire Mbaté Koubé a procédé à l'inauguration du centre d'action communautaire pour l'enfance dans la commune, un centre rénové par le conseil municipal. Il bénéficie également de nouveaux équipements. Les bénéficiaires s'en réjouissent, comme on peut le voir dans ce reportage de Grace Kando. À Tekoubé 3, le centre d'action communautaire pour l'enfance réhabilité par le conseil municipal, avec à sa tête le ministre des Sports Paulin-Claude Danhaut, par ailleurs député maire. L'initiative est appréciée à sa juste valeur. Nous disons merci à Papa de Paulin-Claude pour la construction et la réhabilitation de notre école. En plus de sa réhabilitation, le centre bénéficie d'équipements composés entre autres de meubles de bureau et de matériel de jeu. Monsieur le ministre, en réhabilitant cette structure, vous réglez plusieurs problèmes car nos structures ont divers rôles. La protection des enfants, l'éveil et l'éducation des enfants, l'autonomisation des femmes et l'épanouissement de la famille. Des kits scolaires ont aussi été remis aux élèves de l'école primaire Paulin-Claude Danhaut d'Atekoubé 3, qui fait également peau neuve. L'Ivoirien nouveau que veut construire le président Alassane Ouattara doit se forger dès la base, dès la maternelle,
en donnant des valeurs et des repères. Et nous sommes heureux d'offrir cela à ce quartier populaire complètement réhabilité et qui aujourd'hui va avoir un centre pour la petite enfance. Et nous sommes venus encourager la grande famille éducative pour qu'elle s'implique dans l'encadrement des enfants. Et elle trouvera auprès du conseil municipal et de la municipalité tous les soutiens nécessaires pour réussir sa mission. La cérémonie a été aussi le lieu pour la population d'Atekoubé de témoigner leur reconnaissance au président de la République à travers le député maire, grâce à qui le quartier bénéficie désormais d'infrastructures sociales de base, notamment l'électricité, l'eau potable et un centre de santé. Dans le reste de l'actualité, Apollinaire Kilem de Tambela, c'est le nouveau Premier ministre de Burkina Faso. L'avocat, le président du Centre de recherche internationale et stratégique, un centre orienté vers les relations internationales et la géostratégie, auteur de plusieurs publications de référence, dont Thomas Sankara et la Révolution, une expérience de développement autocentré. Cet ancien membre des comités de défense de la Révolution soutient que la Révolution est la seule voie de l'émergence du Burkina Faso. D'autres nominations, le capitaine Ibrahim Traoré confie les renseignements burkinabés au capitaine Oumarou Yabré et la sécurité du président du Faso est désormais l'affaire du capitaine Souleymane Zango. Vous le savez, la tradition est respectée tous les samedis soirs. On ouvre la page culture. Un des chantres les plus marquants de la tradition moderne reste Blé Marius. Bien connu dans cette sphère musicale, l'artiste totalise plusieurs décennies de carrière. Son apport dans la vie culturelle, célébré par ses pairs, il est passionné de la culture dans la commune de Yopougon. Franck Wadio. Depuis 1989, l'art musical du terroir il en fait son credo. Blé Marius, auteur de l'incontournable Saba au Saba, thermotesteur d'ambiance dans nos soirées, célèbre ses années de carrière. Avec lui, cette particularité rythmique alliant instruments à percussion et à cordes a su creuser son trou dans l'univers artistique ivoirien. Et cette soirée à Yopougon est une initiative de passionnés du genre traditionnel, et ils entendent mettre à hauteur Dieu, un des derniers mohicans de ce style musical. Si la population n'est pas derrière nous, nous ne sommes rien. Ce sont nos fans. Et quand on récolte quelque chose de mieux dehors, on a l'obligation de venir leur présenter. Merci aux artistes qui depuis longtemps sont avec moi. Blé Marius est un artiste très talentueux, un artiste aujourd'hui qui est venu présenter ses prix et qui aujourd'hui célèbre aussi l'excellence. Et donc c'est un message fort qu'il donne à la jeunesse. Ayant traversé le temps, parce qu'il s'est lancé dans la musique depuis les années 84 jusqu'à nos jours. Et il est demeuré au devant de la musique Nous avons estimé que ce monsieur avait besoin d'encouragement. Prix spécial, meilleur artiste du Grand Ouest, prix Super Dodo, mais aussi Grand Prix Éléphant d'Or 2013. L'artiste dit encore avoir beaucoup à apporter en matière de valorisation de la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Lynn Demo, avec qui nous allons parler du slam et l'engagement. Alors déjà, comment on peut définir le slam ou le slameur? Je voudrais d'abord commencer par remercier la RTI et les personnes qui ont rendu ma présence sur ce plateau possible. Pour commencer, la poésie est la mère des arts oraux. Et j'aime bien dire que le slam est le fils de la poésie. C'est de la poésie vivante, de la poésie de scène. Et le slam, je ne ferai pas une longue historique, je dirais simplement que le slam est né d'une volonté de sortir la poésie des salons élitistes et de la porter au peuple. Donc le slam est venu pour briser les codes et apporter la poésie au peuple, voilà justement, aux non-initiés. Et bien entendu, le slameur n'a pas le discours fleuve du politique. En 3 minutes, il vient faire fête au verbe. Et le slameur donne une chance à la parole, je pourrais dire, de vivre une aventure positive dans ce monde-là. Permettre à la virgule de marquer une pause au point de suspension, de suspendre le temps d'apostropher les mots, les difficultés. Slammer, c'est parler à l'âme des gens. Oh, justement, on va savoir qui est Lynn Demo. On regarde cet élément de Serge Pacom Didi et Alexis Oudraogo. Kounandi ou Chance d'Esther en langue malinké est la deuxième œuvre littéraire de Bak Aramoko, conseiller économique et social.
Dans son œuvre, l'auteur évoque poésie engagée. Le slam est une tribune par laquelle les passionnés de poésie s'expriment dans la forme qu'ils désirent en fonction de leur sensibilité. Créé dans les années 80 à Chicago, le slam ou encore slam de poésie est à l'origine un tournoi de poésie. Le slam, c'est toucher avec des mots prononcés dans un vocabulaire familier. Le choix des mots est ici au service de la rythmique. Les jeux de mots et de sonorités sont fréquents. Supporter, de se voir arracher son identité, confisquer son humanité, supporter les regards qui puent, le mépris et qui sur elle devenaient encore pervers. Le slam se met au service des convictions et des idéaux. Lynn Zokrou, l'une des mots jeunes slameuses ivoiriennes, fait partie de ces artistes engagés. Pour elle, le slam est un puissant outil de sensibilisation. Depuis 2015, elle met son art au service de la nature, de l'éducation et des femmes, de son sacre en 2020 au concours international Slam Rose pour la lutte contre le cancer du sein. La slameuse, à travers ses œuvres, milite pour exporter l'introduction du slam ivoirien. Alors, en quoi justement le slam est la meilleure voie d'expression pour un engagement quelconque, pour une cause? On vous a entendu, là, dans ce reportage, porter la cause de Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Je l'ai dit précédemment, le slam est un art qui parle à l'âme des gens et pour cela, c'est un outil de communication et de sensibilisation puissant. Et engagé, je ne sais pas si je peux me permettre de me dire engagé, et je me décrirais plus comme passionné, mais je voudrais ma démarche engagée parce que l'engagement, c'est l'essence même du changement. Et donc le slam, c'est le canal que nous avons choisi, nous autres, pour porter notre parole, pour prêcher une Afrique nouvelle, pour lutter contre les maux, les difficultés et tout ce qui mine la société quand on sait que notre société est vraiment malade. Alors le slam, c'est un art qui vient pour donner de l'espoir, pour illuminer et les gens leur dire que c'est possible que les choses changent. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir un slam, un texte de vous parce qu'on ne peut pas quand même vous avoir sur ce plateau sans slammer avec l'une des mots. Bien évidemment. Je suis le chant du silence qui parle à vos cœurs et la vérité dans ma bouche a une étrange couleur. Je dompte les mots et ma parole construit des ponts entre les peuples et leurs espoirs quand de leur cœur perlent les larmes de leur peur et que doucement meurt le temps de leur sueur. J'écris des vers cousus de mots, des mots issus de lettres et les lettres de tout temps ont écrit des histoires qui naissent à travers les siècles et les mémoires, rien que pour devenir le partage d'un langage qui forge l'amour à travers les âges. Appelez-moi Slamama. Bravo. Mais en général, quand on vous entend, on est bercé par ces vagues, ce jeu de mots, mais très peu porté par le sens du slam que vous déclamez. Qu'est-ce que vous dites en général, surtout dans ce slam? De quoi parlez-vous concrètement? Je ne l'ai pas terminé. Dans ce slam, je porte l'Afrique. Et dans tous mes slams, d'ailleurs, je porte l'Afrique à travers ma tenue vestimentaire, à travers ce que je dis. Et je parle du peuple noir. Si je terminais mon slam, on aurait pu savoir un peu le sujet. Mais quand je dis que je suis le chant du silence qui parle à vos cœurs, ça veut dire qu'au-delà de ce que je dis, il y a une émotion que je vous véhicule, que vous devez ressentir et que vous ressentez forcément. Alors, ces textes sur le slam, ça vient de vous? Ça vient de qui? Vous les puisez où pour les porter? D'abord, pour être slameur, il faut produire son propre texte. On est slameur quand on produit son texte et qu'ensuite on le communique à travers l'émotion à un public. Donc, pour être slameur, d'abord, il faut écrire. Donc, j'écris mes propres textes. Tous les slameurs, d'ailleurs, je suppose, écrivent leurs propres textes. Alors, vous sortez des codes de la poésie traditionnelle, vous l'avez dit, pour imposer un autre style, pour déclamer. Mais quel est le regard des puristes, justement, sur cette façon de faire, je dirais, la poésie autrement? Alors, en tant qu'artiste, on ne s'en inquiète pas trop. L'art, par essence, n'est pas convention. Alors, si le slam qui vient pour bousculer les codes ne s'inquiétera pas de savoir si les puristes aiment ou pas, mais le slam a sa place justement parce qu'il y a un engouement certain au niveau de la jeunesse et c'est ça notre combat. Alors, vous avez fait plusieurs scènes, on l'a dit, mais la prochaine scène, ce sera au Kenya. Oui. De quoi ça va parler? C'est un festival féministe. C'est pour aller encore défendre la cause des femmes. C'est pour aller encore
parler aux femmes, faire des colloques, des séminaires pour apprendre aux femmes à contourner un système patriarcal assez pesant et dont on ne s'est pas encore dépêtri. On continue la lutte. On voit bien que vous êtes engagé. Vous n'avez pas voulu le reconnaître tout à l'heure. Si par engagé, vous entendez prendre la parole, monter au créneau, poser des actes concrets en faveur de ce que l'Afrique change, alors oui, à mes heures, je suis engagée. Alors, l'engouement que prend aujourd'hui le slam, on en a plusieurs, des slameurs, des slameuses. C'est un engagement certain au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Et justement, ça a été notre combat. On a porté ce combat et il y a beaucoup d'associations de slameurs qui sont nées justement pour porter haut le slam ivoirien, pour porter le slam parmi les jeunes. Et j'invite les jeunes à s'intéresser au slam. J'invite les parents à encourager leurs enfants à s'intéresser au slam. J'invite les décideurs à introduire des compétitions de slam dans le système scolaire comme activité ludique. Et ce serait bienvenu quand on sait les problèmes que rencontre l'école ivoirienne. Et je puis affirmer que le slam est une ébauche de solution, un soutien à l'éducation, une alternative même aux problèmes de violence dans l'école. Et à la culture de façon générale. À la culture Merci, de façon générale. Lynn Demo, l'invitée de la page culture. Et surtout, on vous souhaite très bonne chance au Kenya. Merci. Merci à vous, Lynn, l'invitée de la page culture. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut pas voir une souris cachée derrière un éléphant. Dieu le voulant, on se retrouve demain.